Les dom-toms sont des destinations qui font rêver. Départements français depuis 1946, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane n'offrent pas le visage d'une métropole exotique, mais possèdent leur propre identité. Ce phénomène de revendication identitaire passe beaucoup par la langue, parce que la langue est l'un des vecteurs essentiels, pour ne pas dire le premier, d'expression d'une identité. Par exemple, chez nous, en Martinique, lorsque vous arrivez, disons, à la bonne heure chez quelqu'un, que ce soit l'heure du punch ou l'heure du déjeuner, on vous dit « grand-papa t'as qu'à monter cheval », c'est-à-dire ton grand-père montait à cheval. C'est en fait une référence à l'époque donc des plantations où justement on ne pouvait déjeuner, disons, assis à une table que ceux qui avaient des chevaux. Parce que sinon on travaillait donc dans les champs, dans les cannes, et on partait avec sa petite gamelle, on partait à 5h du matin, on amenait sa gamelle, je veux dire, on n'arrivait pas comme ça à 13h pour manger chez soi. L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, situé au sud de Terre-Neuve et au large du Canada, est depuis 1985 une collectivité territoriale de la République française. Première destination, les Antilles. En 1502, le jour de la Saint-Martin, Christophe Colomb accoste sur une île, il la baptise Martinique. Notre première escale est Fort-de-France, au bord de la mer des Antilles. L'ancien fort royal, le fort Saint-Louis, évoque l'histoire mouvementée des îles françaises du vent. La place de la Savane est le cœur de la ville. Le grand poète Aimé Césaire, chantre de la négritude, est maire de Fort-de-France. Patrick Chamoiseau traduit l'atmosphère si particulière des villes antillaises. Lieu de misère, de marginaux, de rêveurs d'étoiles, de maîtres des hautes mers, des rebelles à l'ordre colonial. Un monde nouveau va émerger, celui de la créolité. La créolité, c'est aussi un art original. Nous découvrons l'art négro-caraïbe avec le peintre plasticien Louis Laouché. En découvrant l'Afrique, que nous nous sommes aperçus justement que nous n'étions pas les Africains. Après que nous nous soyons aperçus que nous n'étions pas non plus les Européens, mais que nous étions des Caraïbes. Alors il fallait qu'on existe en tant que tel. Et c'est la raison pour laquelle que ce constat ayant été fait, cette prise de conscience faite, que nous nous sommes dit que nous avons aussi notre part à apporter, riches que nous sommes du métissage qui est le nôtre. Non loin de Fort-de-France, nous visitons les jardins de Balata. Un passionné d'horticulture, Jean-Philippe Tauze, a créé ce jardin tropical qui nous donne une idée de la vision paradisiaque qu'ont eu les premiers découvreurs de la Martinique. Nous descendons vers le sud. Les Trois Îlets sont le passage obligé des passionnés d'histoire napoléonienne. C'est sur cette commune que naquit, en 1763, Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie. Elle deviendra l'impératrice Joséphine. Nous contournons le sud de l'île par le canal Sainte-Lucie. Les criques et les baies s'appellent ici des anses. Anse à l'âne, anse mitan, anse ravine, anse du four. Nous survolons le rocher du Diamant.
Quittons un temps la côte pour rejoindre Rivière-Pilote. Nous partons ensuite dans les Mornes, c'est ainsi que l'on appelle les collines. Nous avons la chance d'assister à un combat de coqs loin de toute organisation officielle. Les jeux aux Antilles sont beaucoup plus qu'une simple distraction. Ils furent longtemps, comme la musique, un exutoire à l'oppression du système esclavagiste. Chaque dimanche, les propriétaires de coqs et les parieurs se retrouvent autour des pites. Les pites sont des petites arènes de bois. Nous redescendons vers le sud où nous abordons une région très différente, les savanes. Le déclin de la culture de la canne à sucre a permis l'extension de prairies naturelles où paissent les zébus accompagnés d'un héron garde-bœuf. Rejoignons le Vauclin sur la côte atlantique. Avec ses quelques 8000 habitants, la ville fait figure de capitale du Sud. Nous partons vers le François. À 2 km du François, nous visitons le domaine de l'Acajou. L'habitation Clément est une des plus anciennes habitations sucrières de la Martinique et un des plus beaux exemples de l'architecture antillaise. C'est là qu'eut lieu, au lendemain de la guerre du Golfe, la rencontre au sommet des présidents Bush et Mitterrand. On appelait habitation l'ensemble des bâtiments, des terres et des hommes nécessaires pour la mise en valeur de la propriété. Très vite, la canne à sucre, originaire d'Extrême-Orient, a trouvé aux Antilles une terre particulièrement favorable et elle supplanta presque toute autre culture. Elle modifia complètement le paysage naturel et humain des Antilles. Aujourd'hui, la culture de la canne à sucre permet avant tout la fabrication du fameux rhum de la Martinique. La Martinique est un département à vocation essentiellement agricole. La banane est la production la plus importante de l'île. Elle occupe actuellement 80% de la population active agricole. Elle arrive en tête des exportations de la Martinique. Plus au nord, nous rejoignons le Robert. Nous allons assister à une course de yoles. Nous rencontrons Alain Dédé, président de l'association des yoles rondes. Mais il faut savoir que la yole ronde, ça fait partie du patrimoine de la Martinique et c'est une des choses, je crois, essentielles et authentiques du patrimoine de la Martinique. Donc le dimanche, quand nous faisons nos courses, on va voir arriver les yoles sous les camions. Donc la yole arrive près de la plage. Et c'est là qu'il y a cette espèce de solidarité qu'on donne aux associations. Chacun se donne un coup de main pour débarquer la yole.
quand il y a course, ça intéresse tout le monde. Alors qu'il pleuve, heureusement chez nous il ne neige pas. Mais la pluie, au contraire, ne gêne pas puisque c'est sur la mer que ça se passe. Par contre, ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de vent, c'est-à-dire qu'il y a un certain moment qu'il y ait beaucoup de rafales et que le vent tombe. À ce moment-là, avec la pagaie, on peut godiller et faire avancer la yole. Et c'est là qu'on voit que les gens mettent la main à la mer avec les petites bassines pour faire avancer. Tout le monde godille, on a l'impression de 1000 pattes qui avancent sur la mer. On regarde la mer, on scrute le vent et puis on rentre dedans. Autre plaisir nautique, une excursion sur les fonds blancs. Là, rien de vraiment traditionnel pour les Martiniquais. Disons que c'est avant tout le rendez-vous des métropolitains souhaitant faire le plein d'images paradisiaques, tout en dégustant bien sûr un petit punch et des acras. Et voilà, si vous voulez qu'on fasse... Puis nous partons vers la presqu'île de la Caravelle, véritable Finistère en terre caraïbe. Par les Traces, nous rejoignons la côte caraïbe. Les Traces sont les anciens sentiers de montagne. C'est l'occasion de découvrir la forêt tropicale où les esclaves fugitifs, les nègres marrons, trouvaient refuge. Nous sommes à Saint-Pierre. La ville fut le berceau de la colonisation. C'était la ville de l'élite créole, capitale économique et culturelle de la Caraïbe. La rade, magnifique, s'étire sur 3 kilomètres. C'est pourtant dans ce site exceptionnel qu'eut lieu la plus grande catastrophe naturelle de la Martinique. Le 8 mai 1902, vers 8 heures, le volcan voisin, la montagne Pelée, explose et ensevelit la ville sous les cendres incandescentes. Il n'y eut qu'un seul survivant, le prisonnier Siparis, sauvé par la profondeur de son cachot. Haute de 1397 mètres, la montagne Pelée est presque toujours dans les nuages. Elle n'enlève que bien rarement son chapeau. C'est la dernière image que nous emporterons de la Martinique. Partons plus au nord vers la Guadeloupe. La Guadeloupe est un archipel d'une superficie de 1710 km² composé de 6 îles principales. Notre première escale est Marie-Galante, 3e île française des Antilles par la superficie. Nous rencontrons François Rouzet. Après avoir restauré des moulins dans le nord de la France, ce compagnon du Tour de France est venu exercer ses talents sur l'île aux 100 moulins. Il a fallu recouper à partir de gravures, de chroniques, de récits d'une part. Quelques photos, parce qu'ici le dernier moulin il a tourné en 1941. Le site il a une vocation touristique assez classique, c'est un objet de musée, c'est un site historique, donc ça c'est une première utilisation. Après il y en aura une seconde qui est un peu couplée à la première, qui est de servir du moulin comme objet de décor. Après il y a un troisième axe qui serait d'utiliser le moulin comme objet pédagogique, c'est-à-dire un endroit où on peut transmettre des savoirs, des savoir-faire, des connaissances.
Nous survolons les Saintes à quelques kilomètres de la Guadeloupe. Cet archipel, en miniature, a la particularité de posséder une des plus belles rades du monde. La Guadeloupe est une île double. La Basse-Terre et la Grande-Terre sont reliées entre elles par la rivière Salée. La Basse-Terre, comme son nom ne l'indique pas, est l'île la plus élevée et la plus sauvage des deux. Nous descendons de la Grande Anse par des haies et baillifs. Le point culminant est la Soufrière, à une altitude de 1467 mètres. La Soufrière est le volcan le plus actif de la région. Elle fait partie du parc naturel national de la Guadeloupe. Il existe en France 7 parcs nationaux. C'est le 7e, c'est-à-dire le dernier né, le premier créé outre-mer. Il se trouve donc en Guadeloupe, avec pour objectif principal de protéger l'une des plus belles forêts primaires des petites Antilles. Quand je dis primaire, c'est-à-dire une forêt qui n'a pratiquement pas été touchée par l'homme, et en tout cas qui est totalement inhabitée. Alors bien entendu, nous sommes dans un parc national, donc toute cueillette est totalement interdite. Et même si on est très tenté, notamment les visiteurs qui viennent nous voir d'ailleurs, de par ces plantes extraordinaires, qui en métropole, par exemple en Europe en tout cas, vivent en appartements de façon tout à fait rabougrie et dans des petits pots comme elles peuvent. Ici, les choses prennent des proportions et des dimensions gigantesques. Et on est souvent effectivement tenté de porter la main pour apporter un souvenir de ce type chez soi. Alors, soyons respectueux, essayons de ne pas y toucher. L'écotourisme en Basse-Terre permet une vraie découverte, loin des sentiers battus. Nous partons en direction de la Grande Terre par l'allée du Manoir. Notre première étape sur la Grande Terre est Pointe-à-Pitre. C'est l'occasion de faire son marché. D'étal en étal, nous découvrons l'infinie variété de bananes et ce que sont les pommes citères, les christophines, les corossoles, l'arbre à thym ou le bois d'ambé. Dans la rue Peigné, une des plus belles maisons de la ville, abrite le musée Victor Schœlcher.
Il est consacré à l'histoire de la traite négrière et à son abolition. Le 27 avril 1848, Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la Marine et aux colonies, signe le décret d'abolition de l'esclavage. Visitons maintenant le musée Saint-John-Perse. La maison qui abrite ce musée a une histoire un petit peu extraordinaire puisqu'elle n'était pas destinée à la Guadeloupe, elle devait aller en Louisiane. Et c'est ce qui lui donne ce petit côté exotique dans le paysage urbain de Pointe-à-Pitre. Elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle est en ossature métallique et entièrement en métal, de style Eiffel, et correspond tout à fait à la fin du 19e siècle. Concernant le musée même, c'est un musée consacré à Saint-John-Perse qui était avant tout connu sous le nom d'Alexis Léger à Pointe-à-Pitre, puisque c'est un Pointois né en 1887 qui a quitté son île natale en 1999, donc il a vécu 12 ans. Et ces 12 années d'enfance l'ont profondément marqué, puisque c'est une partie des sensations et de la végétation, des couleurs qu'il décrit dans sa poésie. Nous longeons la route de la Riviera Sud, appelée route d'argent. La pointe des châteaux, à l'extrémité orientale de la Grande Terre, est le lieu le plus tourmenté de la Guadeloupe. Nous laissons à tribord l'île de la Désirade pour rejoindre le Moule. Le musée Edgar Clair présente des collections archéologiques et ethnographiques des civilisations Arawak et Caraïbes. La plupart des collections que nous trouvons ici sont tout à fait représentatives de la façon de vivre des anciens peuples. Ces Arawaks qui aboutissent aux Grandes Antilles, où ils vont donner naissance à la civilisation des Taïnos, ont fabriqué des objets étonnants qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde, et ces objets, on les appelle les pierres à trois pointes. Et tout l'art des Arawaks des Petites Antilles nous permet de savoir que dans les temps mythiques, eh bien les hommes étaient des chauves-souris et les femmes étaient des grenouilles. Des artistes, Mireille et Marie Tron, ont retrouvé les techniques de ces anciens peuples des Antilles. Nous atteignons l'extrémité septentrionale de la Grande Terre, pointe de la Grande Vigie. Nous mettons le cap vers la côte sous le vent pour découvrir le grand cul de Sac-Marin, au débouché de la rivière Salée. Notre guide, Serge, nous attend au Vieux-Bourg. La mangrove est une forêt amphibie formée de palétuviers. Saint-Barthélemy sera la dernière image que nous emporterons des Antilles. Partons vers l'Amérique du Sud à 1500 km des Antilles françaises.
La Guyane est le plus grand des départements français d'outre-mer, 90 000 km², soit 1/6 de la France. Des fleuves forment ses frontières naturelles. Nous sommes à la frontière du Brésil, sur l'Oyapock. Les fleuves sont depuis toujours les seules voies de pénétration du pays. Combien est injustifié le terme d'enfer vert concernant la Guyane? Les grands fleuves s'enfoncent dans la forêt, nature vierge où l'homme n'est pas prédateur, mais fait partie de l'harmonie d'un monde aujourd'hui tant menacé. Nous atteignons le saut Maripa. Les sauts sont ces rapides qui rendent la navigation fluviale si périlleuse. Les boches, traduisez les hommes de la forêt, sont les plus expérimentés. Le travail du bois n'a pas de secret pour eux. La fabrication des pirogues reste traditionnelle. Quant à la sculpture, l'inspiration peut être laissée à l'artiste. La fusée Ariane fait aussi partie du paysage. Puis, nous nous engageons sur une petite rivière amazonienne, la crique Gabriel. Les pluies tropicales sont un charme supplémentaire. Avec un peu de chance, on apercevra des morphos, ces papillons bleus phosphorescents. Une petite halte nous permet de découvrir la forêt. Mais attention, la forêt amazonienne est impénétrable. Tout un enchevêtrement de lianes, de racines prolifère dans le sol souvent marécageux. Seuls sont praticables les léions, ces petits chemins tracés dans la forêt. Si on s'en écarte de quelques mètres, on risque de perdre ses repères. Et quand on sait que cette forêt recouvre quelques 8 millions d'hectares, on comprend que le danger soit réel. Face au déboisement souvent anarchique des pays limitrophes, cette forêt de la Guyane française est un des poumons verts de l'Amérique du Sud. Nous remontons vers la côte atlantique. Nous longeons le fort Diamant récemment restauré. Puis nous arrivons à Cayenne. Bien sûr, tout de suite, on imagine le bagne, les forçats. En fait, il n'y a jamais eu de pénitencier à Cayenne et nous découvrons une petite ville au charme tout provincial. Nous nous attardons sur la place des Palmistes, où le monument de Félix Éboué fut érigé en 1957. Dans le monde entier, mais surtout en Amérique latine et aux Antilles, le moment fort de l'année, le plus attendu, celui que l'on prépare pendant des mois, c'est le carnaval. Ici, en Guyane, il dure 2 mois. C'est le plus long du monde. Puis nous nous rendons à Cacao. Cette petite commune a été créée de toutes pièces en 1977 sur l'emplacement d'une ancienne mine d'or. Là, le dépaysement est complet. On se retrouve en Extrême-Orient. Des Hmongs, réfugiés des camps thaïlandais, se sont établis ici. Ils ont défriché et mis en valeur des centaines d'hectares de forêt.
Grâce à ce travail acharné, ils occupent aujourd'hui une des premières places sur les marchés de Guyane. Nous rejoignons Kourou. En 1964, le Centre national d'études spatiales décidait d'y implanter un pas de tir pour fusée. Aujourd'hui, nous en sommes à l'ère d'Ariane. Pour comprendre un petit peu le rôle d'Ariane Espace, notamment en Guyane, il faut nous comparer à une compagnie aérienne. Ariane Espace travaille au Centre spatial guyanais, a le même relationnel qu'une société de transport, que Air France par exemple, vis-à-vis d'un aéroport international. Ariane Espace a ses clients, a ses passagers, ce sont les satellites. Ariane Espace a son lanceur, ce sont les morceaux d'étage que nous assemblons ici sur le LA2, et pour pouvoir décoller, nous avons besoin des moyens de l'aéroport. Le rôle est en Guyane notamment, d'assembler les morceaux, de les contrôler, de les préparer au lancement, de préparer le rendez-vous avec nos passagers que sont le ou les satellites que nous devons mettre sur orbite, et quand nous sommes prêts, avec l'aéroport qu'est le Centre spatial guyanais, nous lançons notre fusée. À 15 km au large de Kourou, les îles du Salut sont au nombre de 3. L'île Royale, l'île Saint-Joseph et l'île du Diable. Leur beauté est envoûtante. Et pourtant, de quelles douloureuses mémoires ne sont-elles pas dépositaires? Le bagne, lors des années terribles de la transportation, a laissé des ruines envahies par la végétation. Si l'on doit se souvenir d'un seul nom, ce sera celui du capitaine Dreyfus. Sa condamnation divisa la France. Émile Zola clame son indignation « J'accuse ». Le capitaine Dreyfus est réhabilité le 12 juillet 1906. Une autre voix se fait entendre qui dénonce les conditions inhumaines de la détention et des travaux forcés. C'est celle du journaliste Albert Londres. Son livre « Au bagne » paru en 1923, émeut l'opinion publique. La suppression de la relégation est effective en 1946. Nous empruntons l'unique route littorale reliant Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. À mi-chemin, on traverse Sinnamary. Nous nous arrêtons à Irakubo. Il faut absolument visiter l'église Saint-Joseph, dont le décor intérieur est l'œuvre naïve d'un bagnard repenti. Nous arrivons en pays Galibi, reconnaissable par les nombreux carbets recouverts de feuillage. De l'estuaire de la Mana à l'embouchure du Maroni, s'étend sur 4 km la plage des Hâtes. C'est la plus étendue de la Guyane. Sur la plage, on voit des empreintes laissées par les tortues luttes qui se déplacent péniblement sur le sable lors de la ponte. À la tombée de la nuit, on peut assister à ce spectacle inoubliable. La plage des Hâtes est le plus important site mondial de ponte des tortues marines.
Nous descendons le Maroni, autre fleuve frontière de la Guyane française. Nous accostons à Saint-Laurent-du-Maroni. C'était là que les bagnards étaient débarqués. La ville, autrefois splendide et douloureuse, a perdu son éclat. Mais il ne faut pas laisser sombrer dans l'oubli la mémoire de ces hommes que leur destin avait menés en Guyane. Il a fallu attendre les années 1985 à peu près pour que l'on commence réellement à s'intéresser, à comprendre l'intérêt historique de la ville de Saint-Laurent. Effectivement, déjà on n'a pas d'exemple similaire, c'est un exemple unique de ville carcérale. Le camp de la transportation est un quartier à lui tout seul de Saint-Laurent. C'est un quartier totalement clos par un énorme mur d'enceinte qui fait plus de 400 mètres de périmètre. Le camp était accessible directement depuis l'appontement, c'est-à-dire que les bagnards débarquaient au bord du Maroni. Le camp se compose notamment de deux zones principales. Une zone où les bagnards étaient surtout abrités pour la nuit. Il y avait une deuxième zone également sur le camp que l'on appelle la réclusion. Et là, il y avait certains quartiers, dont le quartier le plus redouté, bien sûr, le quartier des condamnés à mort, avec la dalle destinée à ériger la guillotine lors des exécutions qui se trouvait en partie centrale de cette zone-là. Ce quartier de la réclusion est bien sûr très lourd de souvenirs. Il n'est pas question de le transformer, d'y trouver une activité autre que celle de témoin de ce qui s'est passé à cette époque-là. Avant de partir, nous jetons un dernier regard au-delà du Maroni, vers le Suriname. Remontons vers l'Atlantique Nord pour rejoindre au sud de Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, il n'est plus question d'alizé ni de tropique. L'archipel des 11 000 Vierges a une identité très forte, à mi-chemin entre les Acadiens et les Terre-Neuvas. La grande affaire, c'est la pêche. Nous embarquons à bord du Saint-Denis. Depuis que Jacques Cartier prit possession de l'archipel au nom du roi de France, chaque année, des pêcheurs français d'origine basque, bretonne, normande ont pris le départ pour la grande pêche. Ils trouvaient à l'île de Saint-Pierre un havre naturel, très protégé des vents, où ils pouvaient se mettre à l'abri des tempêtes. Le climat de type maritime reste relativement doux l'hiver. Nous arrivons au terme de ce voyage outre-Atlantique. Chaque escale fut bien différente, mais partout le vent du large et de l'aventure nous a grisés.